pu faire un duo comme ça. Comme Véronique et Davina, tu sais. Non, moi, je pense plutôt Shabba et pour le karaoké. Ah oui, Shabba. Du coup, c'est comment il s'appelle? Gérard Darmon. Ouais. Ou Marie-Fred. Bonjour à tous. Il est 15h17. Nous allons commencer. Donc merci à tous d'être venus pour ce dernier atelier donc facture électronique et piste d'audit fiable. On est ensemble jusqu'à 16h. Tac. Je vais co-animer cet atelier avec Jean-François Defude qui va se présenter tout à l'heure, maître Jean-François Defude. Et donc moi, Julien Delaunay, donc je suis expert comptable et je suis directeur du service data ERP chez RSM France. Et donc moi, je suis plutôt intégrateur d'ERP avec en plus le bénéfice d'être expert comptable. Et donc du coup, moi, je vais plutôt m'intéresser aux enjeux applicatifs de la piste d'audit fiable. Et je laisse Jean-François se présenter. Bonjour à tous, Jean-François Defude, donc maître, effectivement avocat associé au cabinet Del Sol. Je suis co-responsable du département fiscalité des entreprises. Et je vais également vous parler de piste d'audit fiable. C'est une obligation fiscale qui est imposée par l'administration fiscale, qu'on retrouve dans le cadre des contrôles. Et pour information, avant d'être avocat, j'ai passé une quinzaine d'années dans l'administration fiscale à faire du contrôle, justement, et notamment en brigade de vérification des comptabilités informatisées, qui est une brigade spécifique à Paris, qui fait du traitement de données, c'est-à-dire qui récupère de la data dans les entreprises dans un but de contrôle fiscal. Et on avait également en charge la facturation électronique telle qu'elle était applicable il y a maintenant une quinzaine d'années. Donc on va vous parler de la piste d'audit fiable et surtout la mise en perspective de cette obligation par rapport à l'obligation en matière de facturation électronique. Le premier point qu'il faut retenir, c'est que c'est deux obligations qui sont différentes. Pour simplifier, la facturation électronique, c'est un nouveau moyen de transmettre une facture à son client au travers d'une plateforme pour que l'administration fiscale puisse récupérer la data. La piste d'audit fiable, c'est une obligation qui est liée aux obligations de facturation. Donc on trouve intéressant dans un premier temps de faire un petit rappel de cette obligation, qui date un petit peu maintenant, puisqu'on est sur la transposition en droit interne d'une directive européenne de 2010, donc qui date un petit peu. Et elle dit quoi, cette directive européenne? Elle dit tout simplement qu'une facture se définit plus par rapport à son format. C'est pas une feuille A4, c'est pas un PDF, c'est pas un XML, c'est n'importe quoi comme format. On peut utiliser tout ce qu'on veut, mais se définit par rapport à son contenu. C'est-à-dire que tout support qui contient l'ensemble des mentions devant constituer une facture doit être considéré comme une facture. Alors c'est génial. Je fais un mail, je mets toutes les mentions, j'envoie à mon client, c'est une facture. Je suis au restaurant, je découpe un petit morceau de la nappe, je mets toutes les plein de nappe en papier évidemment, je mets toutes les mentions, je donne à mon client, c'est une facture. Alors évidemment pas si simple que ça, parce que étant donné que le sous-jacent de la facture c'est la TVA et que la TVA doit représenter, je sais pas, 50% du budget de l'État, je pense que c'est un peu plus contrôlé et un peu plus contraignant que ça. Et les contraintes qu'on a adossées à ça, c'est mon support qui contient toutes les mentions devant composer une facture est une facture, sous réserve de garantir 3 critères. L'authenticité de l'origine, l'intégrité et la lisibilité. L'authenticité de l'origine, si je reçois une facture, il faut que je m'assure que la facture elle vient bien de la personne qui me l'adresse et que je suis en relation d'affaires avec lui. L'intégrité, il faut que je démontre que la facture, je n'ai pas pu la modifier de son émission jusqu'à la fin de sa période de conservation. Et la lisibilité, comme on a dit qu'on pouvait utiliser tout et n'importe quoi comme support, l'administration se protège un peu. C'est-à-dire que s'il y a des informaticiens qui imaginent des formats qui sont illisibles à l'œil humain, on a besoin de transformer en fait ce fichier, prenons un fichier HTML, XML, tout ce que vous voulez, d'avoir un lisible pour l'administration fiscale. Et pour garantir ces 3 critères, pour donner ce caractère probant à la facture et donc permettre le droit à déduction, notamment en matière de TVA, j'ai 3 possibilités. La première possibilité, je fais de l'EDI fiscal. L'EDI fiscal, c'est, vous savez, vous interfacez 2 systèmes, et puis j'envoie de la donnée structurée à mon client qui la reçoit avec un certain nombre de critères. On est dans le cas où on a des volumétries de facturation évidemment extrêmement importants. Je n'interface pas tous les systèmes comme ça, premièrement. Et on va le retrouver dans la grande distribution, dans le secteur de l'automobile, du transport, où on a des volumes de facturation extrêmement importants.
La deuxième possibilité, c'est de faire de la facturation électronique, de signer électroniquement mes factures avec un niveau de sécurité qui est attendu par l'administration. Le fait de signer, je crypte, je ne pourrai plus la modifier, et je sais qui a signé la facture, donc je peux garantir l'authenticité de l'origine. Et bien dans tous les autres cas, pour garantir ces 3 critères, il faut que je mette en place une piste d'audit fiable, documentée et permanente, qui va être le sujet d'aujourd'hui. Donc cette piste d'audit fiable, documentée et permanente, elle vise encore une fois à garantir le caractère probant des factures pour démontrer la réalité économique d'une opération sous-jacente à cette facture. C'est-à-dire que si je reçois une facture d'un fournisseur, il faut que je démontre qu'il y a une opération réelle économique qui est associée, que j'ai commandé, qu'on m'a livré, que j'ai vérifié que tout était OK, que j'ai reçu la facture, que je l'ai payée, que je l'ai comptabilisée. D'accord ? Eh bien, ce process-là me permettra d'apporter le caractère probant à la facture et de garantir mon droit à déduction. Et ce process de piste d'audit fiable, je vais le trouver à l'émission et à la réception des factures. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, sachant qu'encore une fois, la facturation électronique ne change en rien cette obligation. Mais on est bien d'accord que compte tenu des process qui s'imposent dans le cadre de la facturation électronique, tout ce qui se passe sur les plateformes va devenir un élément constitutif important de cette piste d'audit fiable. Voilà pour le sujet qu'on voulait vous présenter. Alors, le deuxième point, c'est donc sur les messages, comprendre le rôle central de la PAF et les attentes de l'administration. L'administration fiscale, en cas de contrôle, elle demande maintenant systématiquement cette documentation piste d'audit. J'allais dire prix de transfert, mais non, c'est une autre documentation. Cette documentation piste d'audit. D'accord ? C'est étonnant d'ailleurs, je ne sais pas si vous l'avez constaté dans le cadre de vos contrôles, si vous en faites depuis longtemps. Moi, quand j'étais inspecteur, globalement, on ne me communiquait rien. J'arrivais dans les entreprises, je posais des questions. Si je posais les mauvaises questions, je repartais avec rien et puis je notifiais rien. D'accord ? Aujourd'hui, un inspecteur, il arrive dans une société, il demande le fichier des écritures comptables, comme ça il a toute la compta. Il va demander la documentation piste d'audit, on va lui transmettre tout l'explicatif sur la gestion des flux. Si c'est une entreprise internationale, la doc prix de transfert, la comptabilité analytique, etc., etc. Et je vais transmettre tout ça à l'administration. Et c'est dans ce cadre-là que l'administration, elle demande à avoir cette documentation pour comprendre l'organisation de l'entreprise et comprendre comment sont gérés les flux, notamment au regard de la TVA. Donc ça, c'est vraiment les attentes de l'administration. On verra que cette documentation, vous allez me dire, oui, mais qu'est-ce que je mets dans cette documentation ? On va voir les différentes étapes. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'administration, dans sa grande bonté, nous dit dans une instruction administrative que le contenu et le détail de cette documentation est laissé à la libre appréciation de l'entreprise et c'est à elle de déterminer ce qu'elle doit me communiquer. C'est plutôt sympa. Sauf que je rappelle qu'elle peut venir 3 ans plus tard pour m'expliquer que ce que j'ai fait il y a 3 ans, finalement, n'était pas suffisant. Donc elle nous laisse la libre appréciation, mais quand même, il faut quand même avoir une documentation qui tienne la route et qui explique les process et surtout démontrer que les process que j'explique sont véritablement appliqués. D'accord ? Ça paraît évident. En tout état de cause, elle nous dit également que cette documentation est fonction de la taille de l'entreprise et de la complexité des flux. Évidemment, la documentation n'est pas la même chez Total ou chez le boulanger du coin. Ce n'est pas du tout la même chose. Pourtant, dans les deux cas, en fait, j'ai de la TVA déductible. Et elle nous donne un exemple en fait, pour les PME en nous disant globalement, si les flux ne sont pas compliqués, qu'il n'y a pas de volume important, finalement, l'entreprise pourra faire une documentation extrêmement simple et me conserver, par exemple, je ne sais pas moi, le bon de commande, le bon de livraison, la facture et démontrer que le contrôle a été fait et qu'ensuite ça a été payé. Si je suis chez Total, il va falloir que j'explique comment je crée un fournisseur, comment c'est sécurisé, qui passe la commande, qui valide la commande, qui valide la livraison, etc., etc. Tous les process qui sont beaucoup plus compliqués. Donc, cette documentation piste d'audit qui doit être documentée est laissée à la libre appréciation de l'entreprise. Voilà quelles sont les attentes de l'administration fiscale. Identifier les impacts avec la facturation électronique, on verra que cette facturation électronique est un élément important, devient un élément important dans le cadre de cette piste d'audit. Et puis des exemples concrets de mise en conformité. Alors je ne sais plus ce qu'on avait mis derrière. Mais hein ? Bon. Donc globalement. Ah oui. Alors les exemples de mise en conformité, je vais les montrer maintenant, puisque je vous disais tout à l'heure, juste pour illustrer en fait le niveau de conformité qui est attendu par l'administration. Je vous ai ramené en fait 2 documentations pistes d'audit sur lesquelles j'ai eu l'occasion de travailler. Vous avez une première documentation piste d'audit, alors que j'ai pas faite. C'est un client qui a acheté une société, une cible, on a fait un audit, et pour justifier de la piste d'audit, on nous a transmis ça. D'accord ? C'est le process achat. Et dessus, j'ai des jolies flèches, toutes les couleurs, génial. Devis, commande, livraison, facturation, règlement. D'accord ? C'est bien. Rigolez pas, mais franchement, compte tenu de la taille de l'entreprise,
Bah, franchement, j'ai considéré que c'était suffisant parce que déjà, j'avais quelque chose en main. D'accord ? Et qu'en fait, en réalité, ils m'ont démontré que chez eux, ils avaient bien un classeur avec le devis qui avait été fait, la commande, la livraison, etc. Et que tout ça était réellement appliqué. D'accord ? Donc j'ai considéré que c'était suffisant au regard de la complexité des flux et au regard en fait du volume de transactions qui était fait par la société. Par contre, ici vous avez une documentation piste d'audit pour une société beaucoup plus importante. D'accord ? On doit être, je ne sais plus, peut-être 200 ou 300 millions d'euros de chiffres. Bah, vous avez 30 pages qui expliquent et le référentiel, il est où et comment fonctionne le système, c'est quoi l'environnement informatique, quels sont les contrôles qui sont faits, est-ce que le système me permet de payer une facture sans avoir le bon de commande en face et le bon de livraison, comment je gère les exceptions et si jamais mon bon de livraison il est différent de mon bon de commande, etc. Bah, tout ça a été expliqué en fait dans cette documentation. Alors cette documentation, l'anecdote, c'est qu'on l'a faite en une semaine entre le premier rendez-vous avec l'administration fiscale qui l'a demandé et le deuxième rendez-vous, elle venait le chercher. Donc ça a été fait un petit peu en urgence, d'accord ? Voilà. En tout cas, avant de développer, il y a une question qu'il faut se poser dans le cadre de la piste d'audit, et je vous la pose. Si je vous adresse une facture et que vous ne me connaissez pas, est-ce que vous me la payez ? A priori non. Si vous me la payez, dites-le moi, vous me donnerez votre adresse mail juste après la présentation. Eh ben ça, c'est le début de la piste d'audit, parce que la question, c'est pourquoi. Et c'est ça parce que vous allez vérifier qu'il y a bien une prestation, vous allez vérifier qu'il y a bien une livraison, et c'est ça qui va être le début du commencement du fait de démontrer qu'il y a une opération économique sous-jacente à la facture. Voilà. Donc on va vous détailler tous ces éléments. Alors message clé, PAF indispensable, preuve requise, il faut que je démontre à l'administration, il faut que je la documente, mais que je démontre que c'est réellement appliqué, quand même. Des procédures internes essentielles, on en a parlé, et puis l'approche de l'administration fiscale qui va venir récupérer cette donnée, d'accord, et qui va derrière la mettre en perspective des process réellement réalisés dans l'entreprise. Comme tu veux. Alors, piste d'audit fiable. Donc, la piste d'audit fiable, c'est quoi ? C'est des contrôles documentés, déjà, dans un premier temps, qui vont venir garantir l'authenticité, l'intégrité et la lisibilité des documents. Ça, c'est vraiment le dada de Jean-François. La piste d'audit fiable, ça permet de relier, en gros, une écriture comptable à son fait générateur. Et alors moi, c'est ce que je dis souvent, moi je suis expert comptable et ma déformation professionnelle, ça fait que mon fait générateur à moi, c'est le fait générateur de la TVA, c'est la facture. Sauf qu'en fait, quand on se passe du regard de la piste d'audit fiable, le fait générateur, c'est pas la facture, c'est en fait l'initiation du besoin. C'est-à-dire qu'il y a eu un besoin à un moment, donc du coup on a fait un bon de commande ou un devis client, et ensuite après ce devis client s'est transformé en bon de commande client, et après seulement on a eu une facture. Donc voilà, donc le fait générateur, donc ça veut dire que grâce à la piste d'audit fiable, je peux partir d'une écriture comptable et je remonte au bon de commande. Le champ d'application, toutes les entreprises, tout format. Alors là, c'est ce que tu disais, Jean-François. Je vais reprendre ton exemple. Effectivement, l'administration, c'était ce que tu disais sur la réforme de 2010, la directive de 2010, où je vais essayer de le faire avec autant de talent que Jean-François l'a fait tout à l'heure, où effectivement, l'administration ne posait pas de format aux factures. C'est-à-dire que je pouvais prendre l'exemple de Jean-François, c'était un coin de nappe, et si je mettais toutes mes mentions obligatoires de facture, ça pouvait faire office de facture. Le bémol, c'est d'une part, c'est pas terrible au regard de la TVA, et d'autre part, pour moi qui intègre des ERP, au niveau du numéro chronologique, c'est pas terrible non plus. Donc du coup, effectivement, l'administration donnait cette possibilité-là, mais on voit que dans les faits, et aujourd'hui c'est toujours le cas, dans les faits, on parle d'un coin de nappe, mais dans les faits, combien d'entreprises font des factures Excel, et c'est toujours ouvert, cette possibilité est toujours ouverte. Donc toutes les entreprises, tout format. Le contenu de la piste d'audit fiable, commande, livraison, facture, paiement. Pourquoi la réforme de la facture électronique a un impact sur la piste d'audit fiable ? C'est parce qu'on voit que la facture, elle est au centre en fait, de la piste d'audit fiable. En amont, j'ai commande, livraison. En aval, j'ai paiement. Pour le flux client, je peux avoir relance aussi, par exemple. Mais par contre, on voit que la facture est au cœur vraiment de la piste d'audit fiable. C'est pour ça que la réforme de la facture électronique aura un impact assez conséquent sur la piste d'audit fiable. L'exemple de contrôle qu'on peut mettre en place, donc rapprochement, moi qui suis expert comptable, le rapprochement le plus naturel qu'on fait dans les comptabilités, c'est entre facture et paiement, c'est le lettrage. C'est un élément essentiel de piste d'audit fiable pour moi. Mais on a aussi d'autres éléments de rapprochement qu'en comptabilité on ne fait pas forcément, qui sont le rapprochement entre le bon de commande et le bon de livraison, le rapprochement entre le bon de livraison et la facturation.
Les workflows, alors ça, Jean-François l'a dit tout à l'heure, la piste d'audit fiable, c'est de la documentation, c'est de la procédure. Et moi, je donne toujours cet exemple où j'ai une entreprise filiale d'une société cotée où le groupe avait demandé donc de la sécurisation de la piste d'audit fiable à fond, etc. Et donc, du coup, il nous avait demandé de mettre un workflow même sur la création des fournisseurs. C'est-à-dire que quelqu'un isolé dans son côté ne pouvait pas créer un fournisseur parce qu'effectivement, c'était soumis à workflow. Et dans le cadre de la piste d'audit fiable, on avait la garantie qu'au moins 2 personnes avaient validé le fait qu'un fournisseur devait être créé dans la base référentielle. Et on a enfin l'archivage probant. Alors ça, je fais tout de suite le lien avec la plateforme agréée. Donc on fera un petit rappel tout à l'heure, mais plateforme agréée, donc du coup, c'est la plateforme d'échange des factures électroniques. La plateforme agréée, dans le cahier des charges de l'administration, pour être agréée, parfois une plateforme doit respecter le cahier des charges. Et dans le cahier des charges, on a mention du délai de conservation des factures, qui est le délai de conservation fiscale des factures. Par contre, le délai de conservation fiscale n'est pas le délai de conservation commerciale ou délictuelle. Donc du coup, sur tout ce qui est archivage des factures, il faut voir avec les plateformes agréées s'il y a des options possibles pour qu'elles puissent archiver ces éléments. On a eu une question tout à l'heure sur si la plateforme agréée ne permet pas d'archiver ces éléments, qui a la responsabilité de le faire ? Très clairement, c'est à l'entreprise d'archiver ces éléments et de gérer son archivage. Ce n'est pas à son éditeur. Il y a un contrat entre l'entreprise et son éditeur, un contrat de prestation. L'éditeur, il fait la prestation pour laquelle il est rémunéré. Si c'est de garder 3 ans les documents, il gardera 3 ans les documents. Et si c'est au bout de 4 ans qu'il y a un litige commercial ou un litige délictuel, là, c'est charge à l'entreprise de gérer son archivage. Et elle peut le confier à la plateforme agréée ou le confier à une entreprise tierce. D'autre part, c'était quelque chose de très intéressant qu'on a évoqué tout à l'heure, l'archivage à valeur probante au niveau des plateformes agréées, il ne concerne que les factures. Là, on voit que la piste d'audit fiable, elle concerne les commandes, les livraisons, les paiements. Ça veut dire qu'il y a d'autres éléments à archiver que les factures dans le cadre de la conservation des éléments de piste d'audit fiable. Et donc, du coup, ces éléments doivent être aussi archivés de valeur probante, avoir un archivage à valeur probante. Parce que pour rappel, la conservation et les conditions de conservation et d'archivage de ces éléments-là sont soumis à un règlement. Tu veux ajouter quelque chose ? Sur l'archivage, il y a un point important quand même qu'il faut bien considérer. Il y a 2 choses. Il y a la facture et puis les éléments constitutifs de la piste d'audit. D'accord ? Je rappelle que pour récupérer la TVA, parce que l'enjeu il est où ? Il est sur la récupération de la TVA principalement, on est d'accord ? Et qu'on ne vienne pas me remettre en cause la TVA que j'ai récupérée. Pour récupérer la TVA, j'ai 3 conditions. J'ai condition de fonds affectée à une opération imposable, condition de temps, 31/12 de la 2e année, qui suit l'opération, et puis une condition de forme. Je dois disposer de la facture originale. D'accord ? Et là, l'archivage probant, il est extrêmement important pour la facture. Si je dois ressortir la facture originale, je vous renvoie à toute la réglementation en matière de conservation de facture. Est-ce que je peux numériser ? Est-ce que je ne peux pas numériser ? Est-ce que je dois conserver du papier, etc. Là, je n'aurais pas besoin de numériser puisqu'on est sur de la facturation électronique. Donc, le format natif, c'est déjà du digital, c'est déjà de la démat. D'accord ? Mais il va falloir que je fasse attention à comment je conserve ces factures pour que ce soit considéré comme une facture originale, pour ne pas me remettre en cause le droit à déduction en matière de TVA. D'accord ? S'agissant des autres éléments constitutifs de la piste d'audit, bon de commande, bon de livraison, les rapprochements, les contrôles que je fais dans mon système, etc., il va falloir que je les conserve, mais on est un peu moins contraint en fait sur ces aspects-là. Mais il faut bien distinguer les deux et surtout faire attention aux modalités de conservation des factures. Excellent, merci. Hop, tac, je passe. Donc, tu as un petit rappel sur la facturation électronique. Rapidement, l'obligation in fine en émission et en réception. Donc, obligation 1er septembre 2026 en réception pour tout le monde, en émission pour grandes entreprises et ETI. Et 1er septembre 2027, obligation émission-réception pour tout le monde. Le format préférentiel, alors tout à l'heure, on m'a dit, est-ce que c'est obligatoire, etc. C'est un format préférentiel. Il y a 3 formats dans le socle. UBL, C2I et FactureX. Donc les 3 sont autorisés et sont dans le socle de la réglementation. On l'appelle format préférentiel parce qu'aujourd'hui, la majorité des éditeurs ont utilisé celui-là. C'est un format qui est développé conjointement avec l'Allemagne. Donc c'est un format franco-allemand qui est un standard qui est largement répandu. Et donc du coup, on estime que ce sera le format préférentiel et que 95 à 98% des factures électroniques qui seront émises seront sur ce format-là. Ce format, il est très intéressant parce que tout à l'heure, on évoquait qu'un élément de la piste d'audit fiable, c'est la lisibilité. La lisibilité, le format FactureX, son avantage, c'est que c'est un PDF auquel on a ajouté
un fichier XML, un fichier informatisé pour pouvoir exploiter les données contenues dans le PDF. Mais à la base, on a quand même un PDF. Ce PDF, ce document lisible par l'œil humain, il est super important parce que, en fait, si on parle de workflow, de validation, si on parle de contrôle, etc., ces contrôles sont faits par des humains et à un moment, il faut qu'un humain valide que oui, cette facture, on l'attendait. Et oui, on peut la rapprocher, etc. Je prends l'exemple, j'ai pris l'exemple, c'est la 3e fois que je le prends, mais il était très, très parlant. Quand j'ai commencé la comptabilité en 2012, j'avais un client qui matriculait son entreprise. Il a reçu une facture du registre des systèmes informatisés. Ça faisait RSI. Pour les plus anciens qui connaissent le RSI. Et donc, du coup, il recevait ça. Et ça avait une tête un peu de déclaration d'impôt, sauf que c'était une facture. Et donc, du coup, on peut estimer qu'avec la facture électronique, on va envoyer des factures électroniques. L'adresse d'envoi de la facture électronique, ce sera le SIRET. C'est-à-dire qu'on va envoyer des factures électroniques sur des SIRET. Le jour où les plateformes sont ouvertes, on peut imaginer que n'importe qui peut arroser le registre du commerce et des sociétés et envoyer n'importe quelle facture. On les recevra. Et à un moment, il faudra les valider en disant oui, c'est une facture que j'attends ou non, c'est une facture que j'attends pas. Donc c'est pour ça que la lisibilité est très importante. Et c'est pour ça que le format FactureX permet cette lisibilité-là. On a un impact implicatif majeur, donc c'est l'introduction des plateformes agréées. Les plateformes agréées, c'est un logiciel qu'on va devoir acquérir pour pouvoir satisfaire aux obligations de la réforme de la facture électronique. Et ces plateformes agréées, elles vont avoir un certain nombre d'options. Et pour le cas précis de notre atelier, ces options pourront être facilitantes d'un point de vue piste d'audit fiable. Je prends un exemple, une plateforme agréée pourra accueillir par exemple mes bons de commande. Et dans ces cas-là, je pourrais faire mon rapprochement bon de commande, bon de livraison de manière automatisée. Ma plateforme agréée pourra proposer par exemple la signature électronique. Et dans ces cas-là, effectivement, je pourrais m'exonérer de piste d'audit fiable. Ma plateforme agréée pourra faire bon nombre d'options. Ce sont des éditeurs privés, ils choisiront les options qu'ils veulent et charge à nous de d'y souscrire ou pas. Il y aura aussi l'archivage de la valeur probante, il y aura tout un tas d'éléments. Les processus d'entreprise, donc du coup, il y a 2 principaux processus d'entreprise sur lesquels moi, en intégration d'ERP, j'interviens particulièrement. C'est le processus P2P, Procure to Pay. En fait, on donne juste un nom au processus d'achat, etc. Procure to Pay, c'est je commence au besoin initial de commande, et après j'arrive au bon de commande, à la facture, etc. Et jusqu'au paiement. Et son miroir côté vente, c'est order to cash, donc devis client, bon de commande client, facture client, règlement client, recouvrement, relance. Dans les 2 cas, on aura le suivi du cycle de vie. Le cycle de vie, c'est vachement intéressant parce que c'est obligatoire. Il y a 4 statuts obligatoires, refuser, rejeter, encaisser, et un dernier, je crois que c'est mise à disposition, je crois quelque chose comme ça. On va pouvoir contrôler le cycle, comment la facture est traitée chez notre partenaire. C'est-à-dire que moi, j'envoie une facture à mon client, je vais voir comment mon client il suit ma facture. Les statuts obligatoires, c'est ceux qui sont communiqués à l'administration. Il y en a 4 autres de mémoire qui sont facultatifs et 4 autres qui sont libres. Et grâce à ces 10 statuts, au summum, en fonction des plateformes agréées, en fonction des options, on peut monter jusqu'à 10 statuts. Grâce à ces statuts, on va vraiment pouvoir suivre la vie de la facture. Et au final, la piste d'audit fiable, dans piste d'audit, il y a piste. Et en fait, c'est vraiment le chemin de vie de tous mes éléments. C'est le suivi du chemin de vie de tous mes éléments. Et grâce à ces cycles de vie, je vais pouvoir vraiment suivre le chemin de vie de ma facture et voir où est-ce que j'en suis. Lien entre facture électronique et PAF. La facture électronique ne constitue qu'un élément de la PAF. Pourquoi ? Parce que, comme on vient de dire, la facture, en tant que telle, elle est au centre de la piste d'audit fiable. Par contre, en amont, j'ai commande livraison, en aval, j'ai paiement. Par contre, la facture électronique renforce la PAF dans le sens où, effectivement, on va avoir des données structurées, c'est ce que je disais tout à l'heure. Le gros avantage de la facture électronique, c'est que dans le fichier structuré XML que je vais avoir adossé à mes factures X, je vais avoir le détail à la ligne de mes factures. Ça, c'est hyper pratique parce que si jamais j'arrive à interfacer les référentiels articles entre moi, j'ai fait une commande, mon fournisseur, il m'envoie tel ou tel élément, ben, je peux pouvoir faire un rapprochement automatique de tous les éléments qu'il y a sur ma facture parce que j'ai le détail à la ligne de la facture et mon bon de commande parce que mon bon de commande est issu de mon applicatif de gestion. Les attentes fiscales à ce moment-là, donc documentation actualisée, workflows digitaux, etc. Et point sensible, absence de preuves, archivage et incohérence. Donc ça, c'était Jean-François qui en parlait. Tu veux dire un mot, Jean-François ? Ouais, alors, les points sensibles, on l'a vu tout à l'heure. L'idée, c'est de décrire quelque chose à l'administration fiscale, mais d'avoir la preuve que je l'applique effectivement. Bon, assez classique. Et je voudrais juste préciser sur la facturation électronique ne constitue qu'un élément de la PAF.
Si on est bien d'accord que si je suis en e-invoicing, d'accord, relation B2B domestique, fournisseur client français, d'accord, là effectivement je vais avoir des éléments extrêmement intéressants sur ma plateforme. Le suivi de la facture, le cycle de vie, le paiement, l'encaissement, est-ce que ça a été bloqué parce qu'il y a un problème de forme, etc., etc. Donc ça sera un élément significatif dans ma piste d'audit, quand bien même il va falloir que j'aille chercher les infos en amont, bon de commande, etc. D'accord ? Par contre, si demain je livre un client en Allemagne, je fais une livraison intracommunautaire, là je vais être en e-reporting, j'aurai beaucoup moins d'infos en fait sur la plateforme, puisque je vais me contenter de transmettre la facture sans aucun contrôle derrière, un contrôle de contenu et de format, puisqu'on va récupérer la data pour l'envoyer à l'administration. Mais là, la plateforme aura moins d'intérêt, et pour autant, il me faudra bien une piste d'audit sur mes flux, sur l'ensemble de mes flux, y compris mes flux qui sont concernés par le e-reporting, au-delà du invoicing. Voilà, c'est ce que je voulais vous préciser sur l'élément intéressant de la facturation électronique pour la piste d'audit fiable. Alors, créer une PAF conforme, parce que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, première question, si je vous envoie une facture, vous ne me connaissez pas, est-ce que vous me payez ? Eh ben, grosso modo, à partir de là, je vais dérouler tous les process. D'accord ? Si j'envoie une facture à un de mes clients qui ne me connaît pas, est-ce qu'il va me payer ? Ben, je vais dérouler tous mes process. Et je vais commencer par cartographier mes flux. D'accord ? Qu'est-ce que j'achète, à qui, dans quelles conditions ? Je vais cartographier mes acquisitions intracommunautaires, mes achats domestiques, mes ventes intracommunautaires, mes ventes domestiques, potentiellement des ventes à des particuliers, pour les extraire potentiellement, parce que je n'ai pas forcément de facturation dans ce cadre-là. D'accord ? Une fois que j'ai fait ça, je vais placer mes contrôles. Qui fait quoi dans l'entreprise ? Qui passe la commande, qui la valide, qui exprime le besoin, qui compare la livraison ou la facturation versus la prestation réalisée ou le bien livré, etc. etc. Et je vais mettre en place des contrôles automatiques, donc facturation électronique. Ben là, je vais utiliser tous les contrôles en fait, qui sont imposés dans le cadre de la réforme de la facturation électronique pour la facture, pour les intégrer à ma piste d'audit. Et à partir de là, je vais pouvoir rédiger ma documentation pour pouvoir la remettre à l'administration fiscale. Encore une fois, documentation qui va dépendre en termes de détails de la complexité des flux et du niveau de flux, comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Donc les livrables, c'est la documentation, c'est les annexes techniques. Si j'explique que le paramétrage de mon système intervient dans ma piste d'audit, je ne sais pas, je ne peux pas comptabiliser une facture si je ne l'ai pas rapproché d'un bon de commande. Je peux pas, voilà, si j'ai des points bloquants, bah, évidemment, j'aurai des annexes techniques qui vont expliquer tout ça, une cartographie du système d'information que j'utilise, etc. Et puis la matrice des contrôles pour que l'administration fiscale puisse les lister assez rapidement. Super, merci. Effectivement, moi, je faisais de la piste d'audit fiable avant de savoir que ça s'appelait comme ça, dans le sens où, comme moi, j'intègre des ERP, eh ben, je décrivais des processus dans des manuels de procédure. Mais par contre, c'était adapté au système applicatif. C'est-à-dire que je disais, bah voilà, pour rapprocher, donc on reçoit un bon de commande, alors pour le rapprocher, il faut faire comme ça, comme ça. Donc moi, j'allais un peu plus loin dans le sens où je décrivais dans l'applicatif de gestion comment ça marche. Et ça, dans un épisode fiable, c'est pas requis. Par contre, effectivement, si jamais on a tous les processus dans un manuel de procédure de l'applicatif de gestion, c'est quand même un document très important pour la piste d'audit fiable. Quand on a un annexe technique, très concrètement, Jean-François l'a dit, un manuel de procédure de l'ERP, c'est un document technique central parce qu'effectivement, l'ERP, quand on a un ERP, ça va être au centre vraiment de la piste d'audit fiable. Tac. Renforcement structurant en pratique. Donc, renforcement structurant, c'est vrai que moi, quand je fais des projets ERP, effectivement, on se rend compte que les projets ERP, c'est toujours hyper structurant pour les entreprises parce qu'il faut poser les processus à un moment, les paramétrer dans le système, il faut les challenger, il faut dire ils sont bons, pas bons, et après venir les paramétrer effectivement dans l'ERP. Et donc là, c'est hyper structurant comme exercice. Donc on identifie l'émetteur, le destinataire. Donc là au niveau, c'est renforcement structurel, pardon, au niveau de la facture électronique. Donc traçabilité renforcée et automatisée. Donc là effectivement la plateforme agréée va permettre d'identifier l'émetteur et le destinataire. On va y avoir un eurodatage légal effectivement des étapes, c'est-à-dire qu'on va avoir un suivi de l'historique du cycle de vie de la facture, c'est-à-dire qu'on va avoir un tel à valider telle ou telle facture, etc. Et on va avoir les statuts réglementaires obligatoires, donc refuser, rejeter, c'est les statuts du cycle de vie que je décrivais tout à l'heure. Ensuite, on va avoir l'intégrité et l'authenticité garanties par le cadre technique. Donc, les factures seront structurées, donc facture X, UBL, C2I. On va avoir un scellement des données.
parce qu'une facture électronique, c'est d'une part un document, mais d'autre part aussi un mode de transmission qui garantit cette intégrité et ce scellement des données. Et on revient toujours à l'archivage à valeur probante, dans le sens où effectivement, on va venir conserver ces éléments de manière native pendant le délai légal de reprise de l'administration, et après de manière optionnelle, de manière un peu plus élargie. Cohérence accrue entre flux métiers comptables et fiscaux. On va avoir l'alignement, donc moi c'est ce que je disais avec ma déformation comptable. Pour moi, ma piste 2, c'était surtout mon chemin de révision, on appelle plutôt ça. Je remontais de mon écriture comptable à ma facture, mais là avec la piste d'audit, on va élargir ça, on va partir de l'écriture comptable, on va voir remonter au bon de commande, au fait générateur, plus métier que comptable. Transmission des données directement à l'administration fiscale. À chaque fois qu'une facture transite par une plateforme agréée, elle est remise aussi à l'administration fiscale. Adaptation de la PAF existante aux factures électroniques. Donc cartographier les processus existants. Donc qui crée la commande, qui valide la réception, qui contrôle la facture, quels sont les écarts acceptables. Tout à l'heure, il y a eu une question hyper intéressante de quelqu'un qui disait moi, d'un point de vue finance, j'ai mis tout en place. C'est-à-dire que moi, d'un point de vue finance, je suis OK, j'ai mis mes processus, je suis OK pour la facture électronique, etc. Mais pour ça, je dépends d'autres services. Qui crée la commande, c'est le service achat. Qui valide la réception, c'est peut-être le service logistique, etc. etc. Et donc, comme je suis dépendant d'autres services, comment vérifier que ma piste d'audit est bien appliquée dans mon entreprise ? Moi, la réponse a été un peu biaisée parce que moi, je suis un décrétateur d'ERP, donc j'ai dit, faut mettre un ERP. Et puis comme ça, l'avantage, c'est que la personne qui crée la commande, elle l'a créée dans l'ERP. La personne qui réceptionne la marchandise, etc., fait la réception dans l'ERP. Et ensuite, dans l'ERP, je viens rapprocher tout, je viens valider ma réception, mes factures, etc. Et je viens faire ma comptabilisation. Et le gros avantage dans un ERP, c'est que quand je suis sur une écriture comptable, je peux remonter à la facture. De la facture, je peux remonter au bon de livraison. De la bon de livraison, je peux remonter au bon de commande, etc. Donc les livrables au niveau de la cartographie des processus réels, donc des schémas simples, commande, réception, facture, comptabilisation, paiement. C'est exactement ce qu'a montré Jean-François tout à l'heure sur son schéma. On rigolait tout à l'heure parce que c'est des trucs qu'on fait avec PowerPoint en fait. Un petit schéma comme ça. Et déjà, là, on a qualifié quelque chose. Ce qu'on disait tout à l'heure, le pire, c'est l'absence de preuves. Si l'administration fiscale vient demander quelque chose et qu'on n'a rien, ça, c'est le pire. Mais si elle arrive et qu'on lui fournit quelque chose comme ça, au moins, on a un début et au moins, on a une base de contrôle. Adapter les contrôles clés à la facture électronique, donc commande, existence du commande validée, réception, preuve de service fait, facture, rapprochement automatique, quantité prix, comptabilisation, imputation plus lettrage, etc. Ça, encore une fois, ce sont des éléments qu'on va venir sécuriser dans les applicatifs de gestion et dans les ERP. Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Je suis désolé, je parle un peu vite. Oui, dis-moi. Oui, c'est très intéressant parce qu'effectivement, les ERP, en fait, on a un environnement bipolaire qui s'est mis en place, dans le sens où il y a des gros ERP, donc on va par exemple Cegid, Sage, SAP, qui eux vont avoir des plateformes agréées intégrées. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, je travaille beaucoup avec Cegid, donc on revend du Cegid, et en fait, quand on a un ERP Cegid, on va avoir la plateforme agréée Cegid. Donc du coup, en fait, finalement, notre vie, elle change pas beaucoup. C'est juste l'acquisition des factures qui va changer. Et souvent, l'acquisition des factures, c'est souvent le module OCR qu'on a converti et qu'on a mis en acquisition de factures électroniques. Donc dans ces cas-là, notre vie change pas trop. C'est juste un module qu'on a en plus, qu'on va venir brancher sur l'ERP pour dire, voilà, mais comme c'est proposé par l'éditeur, on n'a pas beaucoup de challenge. Et après, on va avoir les ERP qui sont plus métiers, qui eux ne sont pas plateformes agréées et pour lesquels effectivement il va falloir venir brancher une plateforme agréée pour pouvoir essayer d'automatiser notre flux. Ça, pour rappel, l'obligation de la facture électronique, il est émission-réception de facture électronique dans une plateforme agréée. C'est-à-dire que si je reçois mes factures dans une plateforme agréée et que derrière je veux les saisir manuellement, j'ai le droit. Hein. C'est juste que ça va être un peu pénible, mais j'ai le droit de faire ça. C'est pas interdit. Par contre, ce qu'on va venir voir, c'est les troisième types d'acteurs, on va les appeler comme ça, qui sont les SC, les systèmes compatibles, qui effectivement, eux, ne sont pas plateformes agréées, sont des ERP qui sont très souvent des ERP métiers.
Moi, j'ai l'exemple d'un cabinet d'avocats, tiens, un concurrent de Jean-François, qui a un outil métier, et cet outil métier n'est pas plateforme agréée. Dans ces cas-là, effectivement, on va l'appeler système compatible et on va venir lui brancher une plateforme agréée. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, techniquement, la connexion entre système compatible et plateforme agréée, c'est un peu flou. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qu'on voit se dessiner, c'est des partenariats, très concrètement. Ça veut dire que quand on a des ERP métiers, ils ont souvent un partenaire où ils se disent, par exemple, voilà, toi, tu es utilisateur de cet ERP métier-là. Donc, du coup, nous, on a un partenariat avec une PA qu'on appelle Pure Player. Pure Player, ça veut dire qu'il fait que ça. Et comme Use, Conto, ou ce genre de choses. Et donc, du coup, ils vont dire, en fait, prends cette PDP-là. Et donc, du coup, c'est interfacé nativement. Si on veut encore un autre truc et sortir de l'interfaçage partenaire ou natif, voilà, c'est un peu du dev informatique, quoi. Faudra un peu, on sera un peu avec notre fleur au bout de notre fusil, quoi. Mais ce qui se dessine, c'est ça. C'est soit de l'intégration, soit des partenariats, soit du dev informatique spécialisé. Oui, je vous écoute. Alors, la question, elle est très orientée éditeur. C'est-à-dire qu'en gros, donc la question, c'est est-ce qu'il peut y avoir un écart dans le cas de la facture X entre le PDF et le fichier informatisé? La réponse, en théorie, non. Parce que normalement, on obéit toujours à de la réglementation, à des normes, etc. Donc les outils de facturation sont censés être normés. Il peut y avoir des cas, et donc dans ces cas-là, ce sont les cas. Alors on n'a pas le cycle de vie, mais dans ces cas-là, on peut refuser la facture. Charge à nous effectivement de se dire c'est marrant parce que le transcodage de la facture de l'image que j'ai et le hors-taxe TVA TTC qui me ressort ne sont pas les mêmes, et donc dans ces cas-là effectivement charge à nous de refuser la facture. Mais ce cas doit être à mon avis très rare, parce que normalement si je prends l'exemple par exemple de CJ, de Sage et tout, on ne peut pas imaginer effectivement qu'il y ait un écart. Oui. Oui, après la problématique, elle va être sur la récupération de la TVA et la notion de facture originale. C'était ça votre question, en fait, l'idée? J'espère que vous ne faites pas un rapprochement avec escroc. Ouais, je me dis que il doit bien y avoir un contrôle quand même à un moment donné dans l'intégration de la facture que vous recevez dans votre ERP. C'est-à-dire que si vous passez par une plateforme, j'espère. Hein? Ben non, ça va pas passer sur l'image. De toute façon, ça va passer sur le fichier structuré. Parce que oui. Ouais, mais si vous payez, vous avez bien un RIB correspondant quand même. Donc je suppose que vous avez des contrôles, parce que ça m'étonnerait qu'ils utilisent le RIB de SFR pour se faire virer 12 000 versus 1200 ou sur une fausse facture. Donc il y aura forcément, à mon avis, des points bloquants à un moment ou à un autre. Il y a tellement de contrôles en fait. Enfin, après, je sais pas, faudrait imaginer quand même, mais pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein, pourquoi pas, hein, là, techniquement, je sais pas. Alors, effectivement, c'est pas l'annuaire, c'est le portail public de facturation, mais c'est très intéressant parce que cette facture frauduleuse, elle sera aussi envoyée à l'administration. Oui. Oui. D'accord, ok. Ah d'accord, ok. Très bien, merci. D'accord, ok. On est sur une antenne. Oui.
Mm. qui va vérifier la cohérence de la facture avant de la passer au niveau de l'émetteur et du récepteur. Il va y avoir Et- Imaginons juste le cas. Mais l'aperçu PDF, en fait, la personne qui va facturer, l'entreprise qui va facturer, va rentrer des données. Et le PDF sera le reflet de ce qui va être rentré. Le PDF, c'est simplement une interface. En fait, c'est un lisible des données. Il est au format factuel. Donc ça doit répondre à une exigence technique. Ça, c'est votre plateforme. C'est au niveau du tableau de bord de votre plateforme agréée que va y avoir une interface qui va se créer. Encapsulé, non, parce qu'encapsulé, ça veut dire signature électronique un peu. C'est un peu pas pareil. Mais là, c'est le cas des charges des plateformes agréées, en fait. Les plateformes agréées font des contrôles métiers. Donc le PDF, ça c'est le fournisseur qui va le générer et qui va dire au moment où mon client va ouvrir le PDF, vous lui donnerez les données que moi je lui rentre et vous ajouterez mon logo. Mais ce n'est pas un PDF qui est joint, c'est un PDF qui est généré. Voilà. En fait, ça rejoint la notion de lisibilité dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Et ça, chaque plateforme sera en capacité de traduire de manière visuelle, confortable pour un humain et pas pour un robot, les données de la facturation électronique comme un PDF classique. Mais ce n'est pas un PDF qui sera adjoint aux données informatiques. C'est un PDF créé à partir des données informatiques. Et c'est le cahier des charges en fait des plateformes agréées. C'est dans leur cahier des charges et c'est leur contrôle métier. C'est-à-dire que quand on a parlé tout à l'heure du cycle de vie, dans le cycle de vie, il y a un statut cycle de vie qui est le statut rejeté. Il y a refusé et rejeté. Les deux sont différents. Refuser, ça veut dire que commercialement, je reçois une facture, j'en veux pas, je la refuse parce que c'est une fraude ou parce que c'est pas mes termes, c'est pas mes conditions générales de vente, c'est pas mes conditions de paiement, etc. Et rejeter, c'est rejeter pour des raisons structurelles. Comme quand on envoie un EDI TVA et qu'il est rejeté parce que c'est pas parce que hors taxe fois TVA ça fait pas TTC par exemple ou ce genre de choses ou ça fait pas montant de TVA à payer. C'est exactement la même chose. Et donc là, c'est mon avis, à mon sens, la réponse à la question, c'est que dans la plateforme agréée, il y a un contrôle métier qui fait que et puis il y a comment dire dans le cahier des charges des plateformes agréées, on a ce contrôle qui permet effectivement ce contrôle structurel qui permet d'éviter ce type d'éléments. Oui. Oui. Tu veux répondre pour le risque fiscal, Jean-François? Pour le risque fiscal par rapport à qui? Par rapport à l'émetteur ou par rapport au récepteur? Bah déjà, vous allez commencer par pas la payer parce que vous n'allez pas la recevoir. Donc déjà, parce que si vous l'envoyez... Ah bah ça faudra lui retourner en lui disant que c'est pas le bon canal, hein, évidemment. D'accord, donc il n'y a pas de sujet. Et de toute façon, au-delà des pénalités, à partir du moment où vous ne payez pas la facture, il y a un moment donné, il va se poser la question quand même. Je pense, hein. Mais pour des raisons cash, hein, essentiellement. Hein. Voilà. Absolument. Absolument. Si en face de vous, vous avez un petit fournisseur, ce qui n'est pas péjoratif, mais qui est en dessous du seuil, bah, lui, il fera ce qu'il voudra. Et par contre, si vous avez, vous citiez SFR tout à l'heure, bah, vous recevrez une facture au travers de la plateforme. Absolument.
Oui, non, mais tout à fait, tout à fait. Et le système va cohabiter pendant 1 an, mais j'ai l'obligation de recevoir en fait les factures au travers de la plateforme pour les sociétés qui ont l'obligation d'émettre. En fait, j'ai l'obligation d'accepter les factures au travers de la plateforme. Pour ceux qui les... Alors, les marketplaces à l'étranger. Alors là, d'accord. Mais alors, on a deux choses. On est bien d'accord qu'on a le invoicing, le e-reporting. Le invoicing, c'est le cas dont on parle tout à l'heure, B2B, domestique, entre sociétés françaises. D'accord. Si je fais des opérations hors de France, livraison intracommunautaire, moi en tant qu'émetteur de la facture, je vais devoir poster les données en fait sur la plateforme pour que l'administration fiscale puisse les récupérer. Et par contre, si j'ai une acquisition intracommunautaire, ben, ça sera la même chose. Il faudra que je déclare cette acquisition intracommunautaire sur la plateforme. Si j'achète quelque chose à Amazon qui vient d'Allemagne et que c'est une acquisition intracommunautaire, lui, il ne va pas être inscrit sur la plateforme. Un fournisseur allemand ne sera pas inscrit sur la plateforme. Et ben dans ce cas-là, ça sera à moi de le déclarer. On est bien d'accord, mais je regarde quand même l'administration pour savoir si je ne me trompe pas. Mais dans la majorité des cas, est-ce que vous êtes d'accord avec moi si je vous dis que dans la majorité des cas, l'obligation de déclarer, de poster des données sur la plateforme relève de l'émetteur, du fournisseur? D'accord? Je suis en B2B, domestique. Bah, c'est moi qui vais poster les données, l'administration va les récupérer. Si c'est de la prestation, il va falloir que je déclare l'encaissement. Ce n'est pas le paiement qui va, qui va déclencher l'exigibilité, c'est l'encaissement. Donc ça relève aussi du fournisseur. D'accord? Si je vends à des particuliers, je vais être en e-reporting, je vais agréger les données, c'est encore une fois le fournisseur qui va devoir déclarer. Si je fais de la livraison intracommunautaire, c'est le fournisseur qui va déclarer. Et si je fais de l'acquisition intracommunautaire, seul cas, c'est le client. Parce que là, le client est français alors que le fournisseur est étranger. C'est clair? L'achat étranger, il faut le déclarer aussi. Il faut déclarer les acquisitions intracommunautaires. C'est pour ça, si jamais je suis client d'un fournisseur allemand, acquisition intracommunautaire, absolument. Absolument, vous avez raison de le préciser. Ah, importation, non. Alors, ah ben non. Hors UE, ben dans ce cas-là, ça passe par les douanes. Je vous rappelle, hein? Il n'y a pas de doublon. Absolument, absolument. Ah, exactement. Et le dernier point, puisque si on veut recentrer sur la piste d'audit, mais je veux bien, on peut partir sur la facturation électronique, hein, si vous voulez, il n'y a pas de souci. Non, non. Mais je vous ai dit au départ que on confrontait deux obligations. Une obligation en matière de facturation pour donner une valeur probante à la facturation versus l'obligation en matière de facturation électronique. D'accord ? Je vous ai dit que pour donner une valeur probante à la facture, il y avait 3 moyens: EDI, signature électronique et dans tous les autres cas, piste d'audit. On vous a parlé de la piste d'audit. Mais si un prestataire vous propose, au travers de sa plateforme, en termes de service, de signer électroniquement les factures, ben dans ce cas-là, logiquement, j'ai plus besoin de mettre en place une piste d'audit. On est d'accord? Mais je n'ai plus besoin de mettre en place une piste d'audit sur ce flux-là. Parce que si je voulais plus de piste d'audit du tout, il faudrait que tous mes fournisseurs m'envoient des factures signées électroniquement. D'accord? Donc, de quoi? Non, on n'est pas obligé de les signer. Non, on n'est pas obligé de les signer. Eh ben, c'est la piste d'audit fiable qui démontre la réalité de l'opération économique sous-jacente, où grosso modo, je démontre que la facture correspond à la commande, à la livraison, que ça a été validé, vérifié, que j'ai payé, etc., etc. On a un début de preuve parce que la plateforme agréée permet de voir qui a été l'émetteur de la facture. Puisque la signature est... On peut la dupliquer autant de fois. Parce que quand on dit l'original, on parle du papier. L'original papier est plus dur, mais là, on peut la copier autant de fois qu'on veut, cette facture électronique. C'est-à-dire la copier. Non,
La plateforme agréée, c'est pas comme un dossier dans lequel on duplique des documents. Ça veut dire que la plateforme agréée, la question c'est est-ce que la facture, parce que la plateforme agréée, on aura l'information de l'émetteur de la facture. Par contre, c'est pas signé électroniquement de manière obligatoire. Et la question c'est si l'émetteur n'est pas identifié, est-ce que je peux répliquer la facture? La plateforme agréée, moi je le compare souvent à l'Outlook de la facture. C'est-à-dire que en gros, je vais recevoir des factures de gens qui m'en ont envoyé. Alors, si je peux m'en envoyer moi-même dans un espèce de cercle comme ça, mais c'est quand même un peu bizarre, quoi. Et dans tous les cas, comme l'administration va voir que je m'auto-envoie des factures, ils vont dire tiens, tu fais des opérations un peu surprenantes. Mais voilà, ça va être normalement, c'est la plateforme agréée, elle est le réceptacle des factures que d'autres envoient. Donc du coup, on n'a pas la main sur tiens, on va mettre des fausses factures dans notre plateforme agréée, ça c'est pas possible. Mais même des codes routage, c'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs PA. En fait, une seule et même entreprise peut avoir plusieurs plateformes agréées grâce au code routage. Les codes routage, ça permet, par exemple, c'est l'équivalent sur un courrier de à l'attention de, à l'attention du service comptable, à l'attention du service achat, etc. On va avoir des codes routage. C'est ce qui permet à un seul Sirène d'avoir plusieurs plateformes agréées parce qu'ils ont potentiellement plusieurs ERP, plusieurs réceptacles, etc. Et effectivement, on pourrait, avec les codes routage, envoyer une facture électronique à un autre code routage du même Sirène. Ça serait quand même assez alambiqué. Et puis, de toute façon, l'administration le verrait et viendrait nous dire tu fais des opérations surprenantes. Donc, du coup, voilà, je ne pense pas que ce soit possible. Pour recentrer, comme disait Jean-François, sur la facture électronique, parce qu'on a déjà dépassé un petit peu le temps, formaliser la piste d'audit fiable dans un document simple et vivant. C'est ce que montrait Jean-François, pardon, je t'ai appelé Jean-Christophe toute la journée. C'est ce que demandait Jean-François tout à l'heure dans son schéma, c'est-à-dire que déjà, un PowerPoint avec un smart art, un espèce de flux avec des couleurs, etc., c'est déjà un début de piste d'audit fiable. Et dans certaines organisations, ça suffit. Il faut que la documentation elle soit proportionnelle à l'organisation. Donc, description des flux, rôle et responsabilité, contrôle et clés automatisées et manuelles, outils utilisés et gestion des anomalies. Ça, c'est typiquement, moi quand j'intègre des ERP, c'est typiquement des choses qu'on fait, c'est-à-dire que des rôles dans les ERP, on va définir des rôles utilisateurs, on va définir des droits, on va décrire les flux, etc. Donc c'est pour ça que c'est toujours, moi je suis applicatif centré, mais très souvent le manuel de procédure de l'application de gestion peut faire office. Gestion des anomalies, rejet, avoir, litige, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. On peut identifier par exemple un client pour lequel on fait tout le temps des avoirs parce qu'il a les mauvaises conditions générales et que du coup il nous refuse systématiquement nos factures. Là effectivement on va pouvoir se poser la question sur ce qui se passe. Donc le format conseillé 10-15 pages. Donc là Jean-François a même fait l'exploit de le faire en une page, mais et sinon, après, effectivement, on a un format conseillé de 10-15 pages avec des schémas, des tableaux, etc. Sécuriser les outils et les données. Donc les paramétrages clés, donc c'est le référentiel tiers propre. Ça va être hyper important parce que c'est par le référentiel tiers qu'on va envoyer nos factures. C'est-à-dire que dans nos systèmes, très souvent, on se disait je vais créer une fiche fournisseur juste parce qu'il faut la créer, parce qu'il faut que j'ai un compte auxiliaire, par exemple. Là, demain, ça sera plus possible. Il faudra créer la fiche fournisseur en disant déjà est-ce que c'est un particulier ou un professionnel pour savoir si on fait du e-invoicing ou du reporting. On va devoir donner son numéro Sirène. On va devoir faire un référentiel un peu plus propre que ce qu'on faisait d'habitude. Au niveau des clients, pareil. Droit d'accès et séparation des tâches. Donc là, on va être plus sur du contrôle interne, mais c'est ce que je disais tout à l'heure sur la sécurisation des référentiels, la validation des achats, etc. Archivage électronique, on en a parlé longuement. Effectivement, les plateformes agréées peuvent archiver sur le délai de reprise de l'administration, mais si on veut un délai plus long, c'est soit sur option, soit par nos propres moyens. Et rapidement, choix stratégique à faire, effectivement, est-ce qu'on prend la plateforme agréée intégrée à notre ERP ou alors est-ce qu'on prend une plateforme agréée, soit partenaire, soit tiers à notre ERP, à notre applicatif de gestion. Ça, c'est une question qu'on se pose. La réponse, elle est très souvent dans l'application métier, c'est-à-dire que moi, je l'ai dit 3 fois aujourd'hui, je suis nul dans les opérations du bâtiment, par exemple. Alors, il y a des co-traitants, des sous-traitants, des architectes, des machins, et moi, j'ai jamais rien compris. Par contre, ce que je sais, c'est que c'est des flux très complexes et que c'est des cas d'usage, c'est des fois 2-3 cas d'usage qui sont regroupés, et je pense qu'il y a des plateformes agréées qui vont gérer ça mieux que des plateformes agréées qui seraient plus génériques.
Et donc dans ces cas-là, effectivement, il y a un choix stratégique à faire en se disant je vais aller plutôt sur la plateforme agréée qui gère mieux ce cas d'usage parce que c'est un peu mon quotidien, plutôt que d'avoir un truc générique dans lequel on va un peu galérer. Donc du coup voilà. Par contre, quand c'est intégré, c'est beaucoup plus facile à suivre, dans le sens où effectivement l'avantage c'est que si dans le même système j'ai mes devis, mes bons de commande, j'ai un peu tout, quand je reçois par exemple ma facture, je vais pouvoir dire cette ligne d'article, oui j'ai commandé parce que dans mon bon de commande c'est cette ligne là, etc., etc. Ce sera beaucoup plus simple à faire. Pour répondre à la question de tout à l'heure, qu'est-ce qui fait foi entre l'image et les éléments informatiques? On constate bien que ça va être les éléments informatiques parce que moi dans mon ERP, quand je vais cadrer mon bon de commande, forcément je vais cadrer les lignes de facture, et les lignes de facture ça va venir plutôt du fichier informatique que de l'image. Donc voilà. Et puis après, quand je vais cadrer, ce que je vais valider, c'est que je vais valider que les lignes informatiques de la facture que j'ai reçue, c'était bien le bon de commande que j'ai émis, et donc du coup que le total de mon bon de commande, il correspond bien à ma facture. Donc au final, quel que soit le montant sur l'image, moi ce que je vais contrôler, c'est que je vais payer bien ce que j'ai commandé. Pour répondre à la question. Rôle des conseils rapidement. Alors moi j'ai découvert la gestion de projet en faisant de l'intégration de RP, c'est hyper important. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on a vraiment tous les acteurs qui vont être mobilisés sur le sujet. Le dirigeant en tant que maîtrise d'ouvrage, alors j'ai dit que j'étais nul en bâtiment, mais bon, on a les mêmes terminologies en gestion de projet. Donc le dirigeant en maîtrise d'ouvrage, les conseils en assistance à maîtrise d'ouvrage et les intégrateurs de RP en maîtrise d'œuvre. Est-ce que tu veux ajouter un mot, Jean-François? Avons-nous des questions? Excellent. S'il n'y a pas de questions, on a fini avec, je pense, 10 minutes de retard. Donc 12 minutes de retard, j'en suis désolé. Ah, il faut aller, j'ai un message, si vous voulez aller boire un café, c'est dans les stands partenaires. Si vous voulez, alors, moi je ne bois pas de café après 16h, mais après ça m'empêche de dormir. Mais effectivement, vous pouvez boire du café au stand partenaire. Et s'il n'y a pas de questions, on vous souhaite une bonne après-midi. Merci.